Nous sommes le 15 mai 2024 et tu écoutes Réseau, les meilleures histoires de l'actu des internets du monde. Je suis avec celle qui casse Instagram en énervant les fachos, Laurence Highkick Méride. Quand les fachos sont fâchés, moi je dors sur mes deux oreilles. C'est superbe. Bar, album, mixtape, j'en ai rien à foutre. Et le charmeur de serpent des internets, le Fakir Tazio. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Le Fakir, sans doute, qui a aussi un salon de massage apparemment. Un peu comme ça, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons prendre soin de votre corps et de vos oreilles. Nous allons vous faire redécouvrir le sens du mot plaisir. Allez, on parle de plein de trucs, c'est hyper, on y va. Mais bien sûr, on n'oublie pas de boire de l'eau pendant le jingle. Réseau. Et aujourd'hui, nous avons une invitée. Elle s'appelle Olivia et elle a fêté en retard un petit peu ses 10 ans sur YouTube, même si, au tout départ, c'était pas complètement ça le projet. J'ai toujours pensé que je savais ce que je voudrais faire de ma vie. Je voulais devenir avocate ou présidente de la République. Finalement, changement de programme, elle commence les vidéos alors qu'elle est encore au lycée, elle a 17 ans, et elle continue d'ailleurs quand elle étudie à la fac, parce que dans sa famille, les études, c'est important. Je suis née dans une famille où réussir était important. Alors depuis ma naissance, j'ai tout fait pour atteindre ce but. J'ai eu mon brevet avec mention, j'ai eu mon bac avec mention, et j'ai eu une place dans l'université de mon choix, en première année de droit. Là c'était en 2014. Et j'ai en quelque sorte foiré à partir de là. Alors, tout n'a pas foiré complètement, puisque 10 ans plus tard, Olivia a 978 000 abonnés, autant dire près d'1 million. Elle possède sa propre structure de production et elle s'est fait un nom dans un domaine devenu très connu sur YouTube, le true crime, les récits d'histoires criminelles. Et aujourd'hui, elle a même un podcast qui s'appelle Urban Legend. On peut traduire légende urbaine, voilà, parce que je traduis tout en français. Et depuis tout à l'heure, en fait, on l'appelle Olivia, mais sur Internet, elle est connue sous le nom de Liv. Salut Liv, bienvenue dans Réseau. Hello. Merci de me recevoir. On est trop contents. Je suis ravie d'être là aussi. Tout le monde est content, regarde. Génial. Le public est heureux, le public est heureux. Liv, Laurence l'a dit, depuis donc le mois d'avril, on peut t'écouter en podcast sur l'application Audible, qui est donc là où on peut écouter des podcasts chez Amazon. On en parlera tout à l'heure, mais on a envie quand même de parler un peu de toi, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément. D'ailleurs, on a dit que tu avais 978 000 abonnés. Depuis ce matin, c'est 979. Oh là là, ah waouh, ça va trop vite. de plus. Et ça, Bravo. On est d'accord que c'est parce qu'elle est dans Réseau ce matin. Bien sûr. Bah oui, Bien sûr, c'est tout l'effet- est lié. tout ça, est c'est ce lié. qu'on appelle C'est évident. C'est ce qu'on appelle l'effet réseau. Très connu dans le milieu. Je vous le dis tout de suite. Yvick n'est pas venu s'il vient à 75 millions demain. Yvick vient, mon frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, alors déjà, tu as dit, je sais que tu avais commencé YouTube, toi, au départ, avec surtout l'envie de faire des vidéos, pas spécialement de devenir connu, c'est ça? Tout à fait. Mon but, c'était vraiment de tester la réalisation à ma manière, à la manière d'une adolescente de 17 ans. Et je voulais tester le montage, prendre de beaux plans. C'était vraiment le but à l'origine. Donc, ouais. Oui, et d'ailleurs, donc, on était beaucoup plus sur des vidéos stylisées, des vlogs esthétiques, courts-métrages un peu. D'ailleurs, je tiens à le dire, si vous tapez sur vidéos plus anciennes, on a un petit film qui s'appelle Snapshot 2014-2015. C'est une vidéo sur la confection d'un poulet rôti. Oui, tout à fait. Je vais vous le dire, et il y a un plan fixe sur une bouteille d'Isiocat et un jus de pomme Jaffadon. Il a étudié la vidéo, je te jure, minute par il est minute. passionné. Mais Il nous en a attention, parlé ce matin. ce plan m'a hypnotisé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et c'est vraiment juste un poulet rôti en famille. C'est magnifique. Mais tu parlais aussi de sujets de société, comme comment être une femme noire en 2016, puisque pour ceux qui nous écoutent, en effet, Olivia est une femme noire, en 2024 toujours. En 2016, elle était noire, elle est toujours noire en 2024. Des fois, ça change avec Michael Jackson. Bah oui, ça dépend en fonction de la météo. En fonction de la météo. C'est vrai. Mais c'est vrai, ça peut changer. Techniquement, c'est vrai. Mais Liv, tu t'es aussi assez vite mis à parler de paranormal. Tout à fait. Alors comment s'est fait ce choix d'aller vers les crimes? Alors c'est un choix qui s'est presque imposé à moi. J'ai commencé par une première vidéo où je partageais
des affaires assez connues sur Reddit. Voilà, c'était un petit peu des histoires qui, moi, m'avaient passionnée et que j'avais envie de partager avec mes abonnés. Et j'ai vu que ça plaisait, étonnamment, en fait. Voilà, il y a eu un effet un peu boule de neige où je faisais des vidéos de ce type-là, que ça plaisait de plus en plus et qu'on m'en demandait de plus en plus. Et puisque ça me passionnait aussi, je me suis dit, ok, je me lance dedans, je teste. Ouais, et puis il y a eu ce petit rush, parce que tu dis, au début, je faisais ça pour faire des vidéos, puis après, tu commences à avoir des vues, et puis après, on se dit, ça fonctionne, il y a un truc qui fonctionne, quoi. Et puis moi, j'étais depuis très longtemps passionnée par le crime, enfin, depuis assez petite d'ailleurs, trop bizarre, mais je regardais des vidéos, alors du Ondelat, du Pierre Bellemare, faites entrer l'accusé. C'est pas si bizarre que ça, d'ailleurs, parce que la plupart des gens dans la population, en réalité, ça attire. En réalité, ça attire, c'est vrai. Faites entrer l'accusé, pardon, mais il y a plus de 20 saisons, les vidéos YouTube marchent énormément. C'est fou. Merci à tous les gens qui ont uploadé illégalement les vidéos sur YouTube. Vous êtes tellement des rois. Vous êtes tellement des rois. Quand tu dis Ondelat, c'est même pas la peine d'expliquer qui c'est. Les gens, ils savent. Directement. C'est vrai, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais du coup, c'est plus populaire qu'on ne le pense. Et alors, d'ailleurs, quand tu as commencé le true crime, à faire donc du fait divers, des histoires criminelles, c'était peut-être la vidéo, donc tu disais de les Reddit, c'était Kanika Jenkins peut-être? Oui, pour le true crime, c'était Kanika Jenkins, affaire ouf d'ailleurs. Affaire assez ouf sur une jeune femme aux États-Unis. Regardez la vidéo. Alors, à l'époque, tu étais un peu pionnière dans le genre. Je crois que Feld Up faisait déjà un peu, mais c'était pas tout à fait pareil. Mais c'était un peu sur ces thématiques de paranormal. Squeezie ne faisait pas encore les threads d'horreur. Mais aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a partout. Quel est ton regard là-dessus, sur la fascination générée par les faits divers? C'est toujours étonnant pour moi. C'était étonnant au début et c'est toujours étonnant aujourd'hui. J'avais un peu l'impression à l'époque d'être une exception, voilà, je me disais, comme tu disais, bizarre, en fait, bizarre quoi. Pour moi, c'est chelou quoi. Et aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus. Je pense que parce que Netflix est aussi a sauté sur la vague et tout le monde en parle et tout le monde se dit en fait ça fonctionne. Il y a une hype autour, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, on peut aider des familles de victimes, faire avancer certaines affaires. Et puis il y a aussi le côté un petit peu où certains sautent sur la vague, sur le côté sensationnel, et il n'y a pas forcément cette pensée bienveillante derrière. Quoi. Donc je suis un peu mitigée pour ça. Un peu mitigée, donc ça dépend. Toi-même, alors que c'est ton beurre, non mais je veux dire c'est ta matière principale, toi-même tu as du recul vis-à-vis de ça et tu penses qu'il y a une manière éthique ou pas de le faire? Ah ouais, de fou. Mais c'est vraiment depuis cette année justement, ou je dirais l'année dernière peut-être, que j'ai vraiment commencé à réfléchir à mon travail, à l'éthique derrière mon travail, à comment le faire de la meilleure des manières possibles. Et j'ai toujours dans tous les cas essayé d'être le plus objectif possible, voilà, d'éviter de donner trop de jugements, et puis j'ai essayé d'encourager ma communauté à faire de même aussi. Mais il y a vraiment une façon éthique de parler de crime selon moi, et moi par exemple je parle pas d'affaires françaises pour ne pas retraumatiser les familles de victimes. Oui, c'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs. Voilà, donc, Et pour toi, en fait, mis à part le fait d'être objective, de pas donner ton avis, comment on traite ça de façon éthique? Alors, comment on se traite ça? Je pense que ça commence par la démarche derrière. Voilà. Pourquoi on fait les choses? Tout découle de là, à mon avis. Si on fait les choses en se disant, ok, j'ai vraiment envie de partager cette histoire, elle m'a touchée, il y a un truc, il y a une morale derrière, ok, ça se ressent, je trouve, assez rapidement dans le script derrière. Et puis, si on veut juste dire, oh là là, il a égorgé sa femme, ça se ressent aussi dans le titre et dans la miniature, etc., etc. Donc, c'est un truc qui est, je crois, qui vient vraiment de ce que tu souhaites partager et de ce que tu souhaites transmettre directement, quoi. Mais d'ailleurs, du coup, quand tu parles de ça, moi je me demande qu'est-ce qui fait qu'une histoire mérite d'être racontée, en fait, selon toi? C'est quoi ton processus de sélection? Alors, mon process de sélection, c'est vraiment j'allais dire de l'affinité, si on peut dire ça comme ça, avec le sujet. Je fais beaucoup de recherches de veille, on va dire. Je lis plein d'histoires, d'affaires. Et puis, souvent, il y a une histoire qui va me marquer plus qu'une autre. Souvent, je suis assez sensible aux histoires qui touchent à la jeunesse, aux adolescents, aux enfants, ce genre de choses. Mais ouais, je dirais que c'est l'affinité avec le sujet. Est-ce que moi, ça me parle? Est-ce que moi, ça me fait quelque chose? Est-ce que ça me questionne, quoi? Voilà. D'ailleurs, tu les trouves où, justement? Tu dis que tu fais de la recherche. Est-ce qu'il y a des sites de référence pour ça? Est-ce que tu fais du digging sur Internet, sur des forums un peu sombres? Liv tue des gens également. Oui, voilà. Oui, pour la recherche. Tout à fait. Vraiment pour pouvoir bien expliquer. Non, mais oui, c'est vrai. Mais du coup, mes recherches, je les fais un peu partout sur. Heureusement, Internet, c'est génial. On a des ressources incroyables. Souvent, j'utilise même des VPN pour aller
voir les ressources d'autres pays. Et vraiment, Reddit, les sites de news aussi, tout simplement. On trouve beaucoup de choses dessus. YouTube, maintenant, on me recommande énormément de choses aussi parce que je consomme dans le cadre de mes recherches. Donc c'est vraiment, souvent ça me tombe dessus. Voilà, je suis sur YouTube, je regarde une vidéo qui n'a rien à voir et hop, j'ai une recommandation. Je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Et je creuse un peu et voilà, c'est un peu le process. Est-ce que c'est important justement d'avoir été la première personne à traiter une affaire dans ton domaine de création? Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui vont parfois traiter les mêmes affaires que toi et tout. Est-ce que c'est important d'être la première personne? J'ai l'impression qu'il y a c'est un petit peu important. Pas pour tout le monde, parfois pour les communautés, justement. Par exemple, il m'est arrivé de traiter la même vidéo que mon collègue Max Skies ou Victoria Charlton. Et c'est souvent les communautés qui, elles, peuvent trouver ça problématique ou qui vont nous comparer notre travail. Donc, pour les audiences, visiblement, c'est le cas. Pour moi, je trouve pas forcément que ce soit important parce que chaque créateur a sa manière de raconter et apporte quelque chose de différent. C'est ça, justement. Et toi, justement, comment tu qualifierais comment est-ce qu'on se différencie en fait dans ton univers de création? Alors, j'ai l'impression que finalement, juste en étant soi-même, on se différencie parce qu'on apporte de nous-mêmes. Ça peut être aussi au niveau du script. Certaines personnes sont plus dans le récit, dans le sensationnel. D'autres prennent le recul de raconter les faits de façon plus objective, plus factuelle. Je pense à ma collègue, notamment Sonia. Donc, tout dépend vraiment de soi et de sa personnalité, je dirais. Moi, on m'a souvent dit, par exemple, que ce qui me démarquait, c'était la manière dont je parlais, dont je posais les mots, ce qui est en fait... Mon élocution, en fait. Exactement, c'est pas forcément lié au récit, pour le coup. Oui, c'est un truc plus formel. Ouais, exactement. C'est un truc de la forme. C'est un truc vraiment, j'informe. Maintenant, j'ai pris le parti de donner un peu plus de moi-même et un peu plus de ma personnalité. Mais pendant longtemps, c'était juste, voilà, je vous donne les faits, je fais un petit point psycho, peut-être, pour prendre du recul, et puis voilà, quoi. C'est vrai qu'il y avait un côté, qu'il y avait un côté quand on arrive. En fait, quand on va sur la chaîne de Liv, on a l'impression d'arriver dans le bureau de Madame Liv. Genre, tout à fait. Et alors, elle est comme ça, elle est comme ça, les lunettes, le truc est là, elle dit bonjour monsieur. Alors, on a envie d'une histoire, très bien. Alors, c'est vraiment ça comme alors, ça. qu'est-ce que j'ai en magasin? Kaneka Jenkins, une affaire sordide. Et il y avait vraiment d'un côté où tu avais vraiment l'impression que c'était ta prof préférée et qui après les cours disait venez après les études. Je vois l'esprit. Mais c'est intéressant que tu me dises ça parce que beaucoup de gens me disent justement tu me fais penser un peu à ma grande sœur. Enfin, t'as une figure un peu de grande sœur et voilà, on se pose et finalement tu racontes des histoires qui sont horribles mais on n'a pas forcément peur. Il y a un truc un peu rassurant derrière et du coup moi je me rendais pas forcément compte. C'est les gens qui me le disent dans les commentaires, enfin les abonnés. Et oui, c'est drôle du coup que tu dises ça. Mais voilà. Liv, franchement, t'es française et je comprends pour ne pas avoir, enfin comme tu disais, par respect pour les familles, tu ne traites pas de faits divers français. Mais parfois t'es pas frustrée parce que c'est tentant quand voilà, il y a l'affaire Grégory par exemple que tu pourrais traiter, ou bien le tueur de la Sambre, des grosses histoires françaises comme ça. Enfin le violeur de la Sambre. Parfois tu te dis pas j'aimerais bien, mais c'est vrai, ça m'est arrivé. Alors j'ai jamais, je me suis jamais interdit de parler d'affaires françaises en soi. Je me suis juste dit que j'allais me tourner plus vers des affaires internationales. Mais par exemple j'ai parlé de l'affaire Sophie Lyonnais, donc qui est décédée à Londres. Elle était sous emprise d'une famille fille au père en fait. Donc histoire horrible et qui m'a beaucoup touchée. Donc je me suis dit faut que j'en parle. Mais comment j'en parle? Donc j'ai vraiment pris le soin de faire une vidéo la plus propre possible. Je voulais vraiment que ce soit un truc que... Je me suis dit, si la famille tombe dessus, il faut qu'il soit OK avec ça, en fait. Voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à contacter les familles dans ces cas-là? Pour le coup, alors pour la vidéo de Sophie Lyonnais, j'ai eu des retours pas de la famille, mais d'amis qui disaient qu'ils étaient satisfaits de la vidéo. En gros, que ils trouvaient que la vidéo était respectueuse. Donc ça m'a fait du bien. J'ai essayé de contacter une fois une famille de victimes dans l'affaire Christy Bamou. Pareil, première affaire française depuis longtemps que je voulais faire, c'était en 2021. Je me suis dit, faut que je leur en parle quand même parce que l'affaire est hard. Et du coup, je contacte un des frères de la victime. J'ai un retour qui est plutôt négatif. Et après, il y a la sœur de la victime qui m'appelle. Et là, mais qui m'a changé un peu, a changé ma perspective sur ce que je faisais. Au début, elle était un peu dans la défensive. Et après, elle s'est apaisée quand elle a compris que je voulais juste demander l'autorisation. Et elle m'a expliqué qu'en fait, elle, ce genre de vidéos, de contenu, voilà, elle ne les consommait pas. Et que justement, pour elle, c'était retraumatisant. Que les médias lui avaient déjà demandé à plusieurs reprises des interviews, ce genre de choses qu'elle avait toujours refusées. Et on a parlé très longuement, ça m'a beaucoup surpris. Et à la fin, effectivement, il y a eu un apaisement.
parce que c'était comme si on avait échangé un peu nos points de vue. Et je me suis rendu compte effectivement de l'impact de mon travail, quoi. Encore plus, ça m'a fait un ouh, ok. Ouais. Alors, c'est marrant parce que tu parles de l'impact de ton travail. Tu as fait une FAQ il y a quelques semaines, il y a un mois. Tu l'as pour les signes. Alors, tu sais que... Alors ça, c'est en français. Tu sais ce que ça veut dire en anglais? Frequently asked questions. Ok. Ça se dit c'est le même. Là, c'est FAQ. Frequently asked questions. Parce que moi, je voyais Q&A et tout, mais en fait, ça, c'est question-réponse. Ah, sympa Q&A, ça. mais FAQ, c'est Frequently asked questions. Et foires aux questions également. Voilà, il y a un peu d'infos dans Réseau de temps en temps. Tu as 10 ans donc sur YouTube, tu arrives au million d'abonnés, mais tu dis que c'est marrant, dans ta FAQ, tu dis « Moi, j'ai pas l'impression d'avoir percé ». Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir percé. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est dû à mon éducation? Est-ce que c'est dû au fait que j'ai un entourage qui est très grounded, comme on dit, donc c'est-à-dire que je fréquente très peu de créateurs de contenu aussi. Peut-être que c'est dû à ça, hein. Mais donc grounded, ça veut dire les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Je le dis parce que voilà, la traduction. Je la regardais pas, je sentais le rictus de Laurence. Laisse-moi traduire. mais du coup, ouais, je pense que c'est lié à ça. Hein. J'ai pas du tout l'impression. Les chiffres, c'est tellement intangible quand tu vois un chiffre, quoi. Tu as un nombre plutôt. Enfin, pour moi, ça ne fait pas sens, en fait. C'est ça le truc. Est-ce que ça vient pas aussi du fait que tu n'as pas spécialement une approche de ton travail qui est tout à fait la même que certains autres? C'est-à-dire que toi, on le disait, tu as un côté très professionnel. Enfin, il y a un côté professionnel, mais voilà, c'est ta passion de raconter des histoires. Mais ton but n'est pas de vendre des bougies sur Instagram derrière. Exactement. En fait, alors je pense que je me considère comme un hôte, comme un support pour les histoires, et pas comme ta copine qui va raconter l'histoire. Et je mets beaucoup de ma personnalité, etc. C'est pas forcément le cas. Donc ça doit être pour ça aussi. Voilà. Je me considère comme peut-être plus une entrepreneuse, encore une fois, que comme une créatrice de contenu ou une Elle n'aime pas le mot youtubeuse. Voilà. J'aime pas le mot youtubeuse. Ouais, j'aime pas. Oh, c'est vrai. Bien, avant de passer à la deuxième partie, est-ce qu'il y a une histoire complètement folle que tu aimerais raconter mais que tu n'as pas encore raconté et que tu pourrais nous raconter ici? Une histoire complètement folle que j'aimerais raconter. Ou ton histoire préférée? Mon histoire préférée. Alors, je crois que l'histoire qui m'a le plus marquée, je pense que c'est ça que je devrais dire, j'en ai parlé sur YouTube en soi déjà, mais il y a très longtemps, c'est l'histoire d'un naufrage de bateau. Un naufrage horrible. En gros, on est en Corée du Sud. On a un petit groupe d'étudiants qui montent sur un ferry pour se rendre sur l'île de Jeju. Et ils doivent faire un petit voyage scolaire sur place. Le truc, c'est que le bateau va couler. Voilà, va commencer à couler, quoi. Et sur le bateau, il n'y a pas que ces étudiants, il y a d'autres personnes qui vont sur l'île de Jeju. Et le capitaine va se barrer, laisser tout le monde à bord sans donner aucune instruction. Et t'as, je crois, je dirais vraiment une centaine, hein, je pense entre une cinquantaine et une centaine d'étudiants qui vont mourir noyés, quoi. Vraiment, mais dans les cales, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus sortir, ils sont sous l'eau et ils meurent noyés. Et je vous jure que cette histoire, traumatisme complet. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes sur Move dans Réseau, il est 9h23. J'allais vous dire, rejoignez le bateau, du coup, ne le faites pas, restez à quai. Moi qui avais déjà peur de l'avion, le bateau, ça m'allait, tu vois. Et nouvelle peur débloquée. Je crois, plus trop maintenant. On va se remettre bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a parlé avec Liv de son contenu, des histoires criminelles. D'ailleurs, quelque chose, on me dit dans l'oreillette que peut-être potentiellement, il y a peut-être un contenu que tu prépares sur la relation des gens aux histoires criminelles. On me dit ça dans l'oreillette. Ouais, c'est possible. C'est possible. On va parler des choses d'après. On va parler des projets futurs et surtout d'une des raisons pour lesquelles tu es là, parce que toutes ces histoires t'ont permis d'écrire un livre et maintenant aussi de faire un podcast. De retour dans Réseau avec Liv, créatrice de contenu qui raconte des histoires de mystères d'internet. Et d'ailleurs, on en a parlé, Liv, ça fait maintenant 10 ans que tu es sur YouTube. Et le mois dernier, tu as sorti un podcast qui s'appelle Urban Legends en Amérique, dans lequel tu racontes des histoires mythiques américaines comme celle de Robert Johnson, guitariste de blues dans le Mississippi, qui est devenu un génie du jour au lendemain sans qu'on comprenne comment il avait fait. Est-ce que c'est parce qu'il avait travaillé avec ses petits doigts sur sa corde d'arrache-pied ou grâce à des forces plus obscures? Extrait. Ils avaient été subjugués par le jeu du musicien. Il y avait dans sa performance quelque chose de spécial qu'ils souhaitaient comprendre. Urban Legends américaines par Liv. Épisode 1. Robert Johnson, le guitariste et le diable.
La voix du comédien, Bruce, incroyable. Il y a le diable. Ce podcast donc s'appelle Urban Legend en Amérique par Livre, coproduit par Webedia. Donc il est dispo dès maintenant en exclusivité sur la plateforme audio d'Amazon qui s'appelle Audible. Comment t'as eu envie de faire ce podcast? Comment ça s'est passé? C'est juste on t'a dit bah toi tu fais du contenu, viens Je veux faire ça là. Tu veux de l'argent Liv? Ça J'ai dit, t'intéresse? ouais, l'argent ça m'intéresse toujours, je ne dis jamais non. Mais écoute, c'est un peu, ça découle de mon livre. Alors, j'ai écrit mon livre en 2021 je crois. Et finalement, Eric de chez Webedia m'a dit écoute, est-ce que ça te dirait de faire la même chose, mais tu le fais en audio, t'enregistres après. Je dis ok, ça serait cool. Ça s'est fait comme ça. T'as en changé fait. de voix aussi à ce moment-là ou pas? Exactement, ouais. Faut vraiment qu'ils comprennent mon intérêt. La voix d'entrepreneur. Voilà, ouais, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait ouais, tout à fait, ça fait ça, on a serré la main. Et c'est parti comme ça, voilà, le kiff. Alors c'est enregistré en audio 3D immersive. Donc le mieux d'ailleurs, si vous écoutez, je crois que c'est fait pour écouter au casque. Exactement. Ouais. Alors il y a des comédiens, tu l'as dit, il y a des comédiens américains qui viennent incroyable. pour faire des ambiances et tout. Est-ce que ce podcast c'était une manière d'assumer le fait que tu veux faire du cinéma en audio et puis c'est tout? Oh écoute, un petit peu beaucoup en réalité. et c'est une super bonne question que tu me poses parce que l'idée vraiment de créer un truc immersif, de faire vraiment une série audio, non on s'est dit c'est pas un podcast, on s'est dit c'est une série audio. Il y a vraiment du côté, il y a du cinéma derrière. Ouais. Et quand j'écrivais, vraiment je réfléchissais à chaque scène en fait pour que ce soit vraiment intéressant d'un point de vue auditif, mais et du coup ça se ressent un petit peu aussi d'un point de vue audiovisuel, mais genre c'est bizarre de dire ça comme ça. Oui, mais que ça que les puisse. gens projettent des images Exactement. Tout à en fait. écoutant. Exactement. C'est immersif parce qu'il faut que ça fasse titiller l'imagination pour Voilà. qu'on ait l'impression d'être dans le Mississippi. Alors il y a Tout à fait. ce monsieur Robert Johnson qui est donc un bluesman. Il y a quoi comme autre histoire? On a aussi l'histoire de Candyman, très inspirée aussi du folklore afro-américain, donc c'est super intéressant. On va parler aussi de l'Alaska, parce qu'il se passe des choses assez étranges dans une grande partie de l'Alaska, voilà, c'est ouf. On parle de plein de choses. De sorcières dans le Connecticut Sorcières aussi. dans le Connecticut, ouais. Mais les États-Unis, c'est fascinant, hein. Il y a tellement de légendes en fonction de chaque État. Et donc ce sont des légendes urbaines. Tout à fait. Mais avec des bouts de réalité. En fait, ce sont des légendes urbaines avec un peu, je vais dire, fictionnées. Et puis, ce qu'on a voulu faire surtout, c'était de choisir des légendes qui n'étaient pas forcément des légendes, voilà, qui ont un pied dans la réalité, pour laisser à chacun le choix de statuer. Voilà, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. On parlait tout à l'heure de la manière de faire du true crime et de parler de crime. Est-ce que aussi, ce qu'il y a d'important, tu disais, il y a des gens qui sont juste fascinés par l'horreur. Est-ce que, alors moi, en ce qui me concerne, j'adore les faits divers, mais pas parce que c'est horrible, mais parce que pour moi, c'est la meilleure manière. Enfin, c'est une manière que j'aime bien de faire des analyses de milieux sociaux et de la société. Oui, c'est pour ça que parce que ça émeut. C'est pour ça que ça émeut autant et tout, parce que ça dit des choses de notre société. Exactement. Exactement. On va parfois dans des milieux qui sont fermés. Par exemple, il y a des choses qui arrivent dans des milieux qu'on connaît mal et on commence à les découvrir, on comprend les choses. Est-ce que ça c'est aussi ce que tu as voulu faire, parler un peu de certaines parties de la société américaine? C'est tout à fait ça en fait. Vraiment, c'est tout à fait ça. On se demandait en fait comment l'horreur existait en fonction effectivement d'un autre pays. En France, c'est pas exactement pareil. On n'a pas les mêmes légendes. Aux États-Unis, c'est beaucoup d'histoires d'ovnis par exemple, avec des histoires de l'armée, des bases américaines. Donc en fait, l'horreur est aussi inspirée de la société et c'est intéressant de l'explorer. Je parlais de Candyman par exemple. On a cette histoire aussi d'esclavage qui est très présente, aussi de ségrégation raciale. Et donc Candyman s'inscrit totalement dans ce contexte-là. Donc ouais, l'horreur dit quelque chose de nous et de la société dans laquelle on vit. D'ailleurs, moi je me posais une question. On voit que tu multiplies tes projets, etc. Ouais. Est-ce que c'est une nécessité pour toi pour vivre? Parce que ma question en suspens, c'est les marques sur ce sujet. Est-ce que c'est pas aussi compliqué de les avoir pour les partenariats? Ouais, écoute, est-ce que c'est une nécessité? Non, en réalité, quand je fais ce genre de projet, c'est vraiment pour le fun et pour le kiff. Parce que même si les marques ne sont pas toujours intéressées par ce que je... Ou alors... c'est pas forcément qu'elles sont pas intéressées, mais elles ont peur parfois aussi de pouvoir de ce type de contenu. Tout à fait. Généralement, je vis bien de YouTube dans tous les cas, de simplement d'AdSense. Et puis, je travaille avec des marques depuis plusieurs années qui reviennent toujours vers moi. Donc, c'est pas forcément ça. Vraiment, il y a un besoin de sortir de YouTube pour moi.
Il y a un besoin de faire autre chose que ce que je fais depuis 10 ans et de peut-être aller vers des projets que j'aurais toujours voulu réaliser quand j'ai commencé aussi YouTube. Donc, ouais, c'est surtout pour ça. C'est un besoin de sortir de cette Et toi, tu rencontres pas de problème de monétisation non plus avec tes sujets. Quand on parle de vidéos et tout ça, YouTube, des fois, a eu des périodes où c'était un peu... Parce que quand tu dis AdSense, c'est les publicités qui sont Tout diffusées du coup tout pendant et avant tes vidéos. Donc tu vis de ça. Mais c'est compliqué d'avoir des partenariats, comme le dit Tazio, en fait. C'est compliqué. Ça dépend vraiment des périodes. Ce qui est YouTube, c'est hyper obscur. L'algorithme est hyper obscur. Le fonctionnement est obscur. Tu peux avoir une vidéo que tu trouves hyper hard qui va être autorisée. Une vidéo que tu trouves soft qui va être bloquée. Donc c'est compliqué de jongler avec tout ça. En soi, ces derniers mois, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'impression que YouTube ne me tacle pas trop. Mais ouais, ça peut être compliqué. Hein. Il y a des périodes où juste, non, ils veulent pas te monétiser ton contenu. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que tu as envie de pouvoir faire autre chose, c'est pour être moins esclave de l'algorithme. Ah, mais aussi carrément, en fait. J'ai envie de pouvoir... être moins stressé parce que c'est un vrai stress au quotidien quand ton travail, que ton revenu dépend de tes vues et que tes vues dépendent de quelque chose qui est super obscur, quoi. C'est-à-dire les robots YouTube. Donc c'est aussi pour ça, c'est pas que pour ça, mais je pense que j'ai envie de m'émanciper aussi de. J'ai pas envie d'être l'esclave d'un robot, quoi. C'est ça. Et en plus, tu as vraiment des projets intéressants. Moi, j'ai hâte de voir si tu arrives à le faire et à creuser. Tu as dit que tu voulais enquêter sur les théories du complot pour dire si oui ou non on peut vraiment les qualifier de théories du complot. Et ça, moi, je trouve ça fascinant. Et si tu arrives à faire ce taf, moi j'ai hâte de voir les vidéos. Je veux trop, je vous tiens au courant pour ça, mais j'aimerais bien faire une série sur le sujet, un peu à la chaîne Dawson, mais peut-être un peu plus posée quand même, parce que lui il part dans tous les sens. Mais ouais, j'aimerais beaucoup faire ça, donc je vous tiens au courant. Et les films aussi, on attend les réalisations de cours, de longs. Tu as besoin de quelqu'un pour écrire, je suis avec toi. Oui, on je suis avec toi. D'ailleurs, voilà, je vous le dis, j'ai déjà une histoire de poulet rôti, il y a déjà d'autres. T'as des idées là. Faut écouter le début, c'est l'histoire d'un jus de pomme Jaffadan et d'une bouteille d'Isio 4 et d'un poulet rôti récalcitrant qui est possédé par le diable. C'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. Ça s'appelle les Pouliluminati. Allez hop, on va venir là-dessus. Liv, vraiment merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, c'était un plaisir. Allez voir sa chaîne YouTube si vous aimez les histoires et les mystères. Elle vient de sortir d'ailleurs une vidéo il y a 4 jours sur quelqu'un qui faisait semblant peut-être d'être malade. Une histoire. Donc c'est toujours des histoires passionnantes, racontées et très bien racontées et avec la passion et sans avoir de curiosité juste morbide. Merci beaucoup Liv d'avoir été avec nous. Merci à vous. Réseau.